bonsoir à tous. Bienvenue au Cinéma Capitole et à la Cinémathèque Suisse pour une nouvelle avant-première qui nous fait très plaisir. Et bonsoir à vous, Stéphane Gobert. Certains d'entre vous ont très bien compris pourquoi vous étiez là, Stéphane. Vous allez signer, comme on dit joliment, cette courte présentation et puis surtout la discussion, le débat qu'il y aura après le film qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors, le film qu'on va voir est un des films qui a passé à Locarno, sur la Piazza Grande. Il a même reçu un prix, le prix Variety. C'est un des prix c'est un des films qui a marqué cette édition. Il a beaucoup ému le public. Et j'espère que vous comprendrez aussi très rapidement pourquoi. On parlera donc plus longuement tout à l'heure, mais j'ai l'immense plaisir, déjà maintenant, d'accueillir le réalisateur de Marie Heurtin, Jean-Pierre Améris. Merci. Le plaisir aussi, votre place est là, le petit dispositif de ce soir est un tout petit peu plus rigoureux que d'habitude. Alors on fait de la mise en scène un petit peu comme vous. C'est un métier que je pratique moins que vous, mais que je pratique un petit peu ce soir, voilà. Et puis l'immense plaisir aussi d'accueillir Ariane Arrivoire, la comédienne principale de ce film qu'on va découvrir dans quelques instants. Jean-Pierre, la plus grande partie, une partie du public suisse a découvert ce film à Locarno, mais pour le reste d'entre nous, c'est une surprise, on sait peu de choses. Dites-nous les 2-3 choses qu'on doit savoir avant de découvrir ensemble Marie Heurtin. D'abord vous dire ma reconnaissance pour votre présence, mon bonheur de présenter ce film en avant-première dans cette salle magnifique, que je ne connaissais pas, et ma joie que le film soit distribué en Suisse à partir de la semaine prochaine, le 26. Et puis surtout partager avec vous cette histoire de Marie Heurtin et Sœur Marguerite que j'ai découverte il y a une dizaine d'années et qui est une histoire vraie, oubliée, inconnue, en France aussi, dans le monde des sourds. Très peu de gens la connaissent. Il se trouve que moi j'avais toujours été, depuis mon adolescence, passionné par l'histoire d'Hélène Keller. J'avais découvert à 14 ans le film Miracle en Alabama, je n'avais jamais oublié cette histoire, j'ai toujours lu sur la question des sourds aveugles. Et j'ai découvert cette histoire de Marie Heurtin il y a donc 10 ans. Marie Heurtin, donc, c'est à la même époque que Hélène Keller, c'est ça qui est incroyable, fin 19e siècle. Elle naît sourde aveugle, alors que Hélène Keller l'est devenue à l'âge de 19 mois. Un médecin a dit à son père, il faut la mettre à l'asile psychiatrique, votre fille, le problème n'est pas qu'elle soit sourde aveugle, c'est qu'elle est débile, donc elle ne pourra rien faire. Et heureusement, ce père, comme des pères d'aujourd'hui, comme des mères d'aujourd'hui, a refusé cette sanction et a cherché et a entendu parler d'un pensionnat à Poitiers, en France, où des religieuses, les filles de la sagesse, s'occupaient des filles sourdes, leur apprenaient la langue des signes. Et d'abord, la mère supérieure lui a dit « Mais monsieur, on ne peut pas lui apprendre la langue des signes, elle est aveugle aussi. » Fin 19e siècle, on n'avait pas encore trouvé comment communiquer avec les sourds aveugles. Et heureusement, une religieuse, Sœur Marguerite, qui s'occupait du jardin, a dit « Je ne sais pas comment, mais je vais essayer, je sens quelque chose. » Et c'est cette histoire, donc, basée, vous allez voir, le film est basé sur les faits réels. Jamais je n'aurais inventé ce que vous allez voir dans le film. Donc, c'est fait sur beaucoup de documentation, et c'est fait aussi sur beaucoup d'observations. Depuis 7 ans, depuis l'automne 2007, j'ai passé beaucoup de temps dans le centre de Poitiers, qui n'est plus tenu par des religieuses, mais qui reçoit toujours les sourds aveugles, et j'ai beaucoup appris à leur contact. Moi, je ne leur ai rien appris, malheureusement, mais eux m'ont beaucoup appris, et j'ai essayé de transmettre ça dans le film. La chance que j'ai eue sur ce film, donc, c'est d'avoir un duo de comédiennes magnifiques, et Isabelle Carré, avec laquelle je tournais pour la 3e fois, après Maman est folle et Les émotifs anonymes, et puis la grande chance de découvrir Ariane Arrivoire, qui tient le rôle de Marie Heurtin, et à qui je vais laisser la parole. Et tout à l'heure, on vous racontera comment on s'est rencontrés. Merci. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis contente d'être ici. Et avant que le film commence, je vais d'abord ne pas vous raconter l'histoire. Alors. Ouais, je suis désolé, il va juste falloir recommencer ce petit bout parce qu'on a eu un petit problème de micro. Allô, ça marche. Voilà, désolé, il faut juste nous redire ça. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis très contente de vous voir
et d'être là en présence de Jean-Pierre Améris, le réalisateur. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, évidemment, puisque vous allez le voir, et on profitera de ma présence et de notre présence pour engager un débat et pouvoir échanger après le film. Voilà. Merci beaucoup. Et comme promis tout à l'heure, pour une vraie discussion et pour un vrai échange maintenant, Jean-Pierre Améris et Ariana Rivoire. Bravo, difficile comme tout le monde, de ne pas être très ému après cette histoire. Ma première question peut-être pour Ariana, si vous le permettez. Ce film, c'était pour vous en tout cas une double aventure, si j'ai bien compris. Il fallait découvrir la fabrication d'un film, il fallait découvrir le cinéma, vous n'êtes pas actrice professionnelle, et il fallait découvrir un monde que vous ne connaissez pas, parce que si vous êtes sourde, vous voyez, contrairement à l'héroïne du film. Il fallait donc comprendre un univers et comprendre un tout nouveau langage. Tout à fait. Étant dans la communauté sourde, j'ai déjà mon fonctionnement par rapport à la langue des signes. En tout cas, ma langue des signes est présente. Après, il a fallu effectivement travailler, aller à l'Institut des sourds aveugles de Larnay, à côté de Poitiers, pour découvrir un petit peu ce que sont ces personnes sourdes aveugles. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne sourde aveugle, une jeune africaine qui était présente et très expressive dans son langage corporel. Et donc j'ai passé une vingtaine de minutes avec elle. Ça a été un rapport très affectif, très fort, très corporel. Et je me suis ensuite... j'ai rencontré Tatiana, la directrice de casting, avec Jean-Pierre, et qui m'ont aussi soutenu dans ce développement du personnage, de cette personne sourde aveugle. Et puis, il a fallu travailler, bien sûr, les chorégraphies, dans les disputes que vous avez vues dans le film, qui sont très fortes. On a travaillé tous ces éléments pour permettre de composer mon personnage. Je crois avoir compris que, malgré l'enthousiasme pour le rôle, vous avez quand même hésité avant de l'accepter. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir et finalement, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle ? Alors au départ, Jean-Pierre s'est présenté à Chambéry, et puis il m'a aperçu. Un éducateur aussi m'a expliqué que j'avais été choisi. Je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, il avait une langue des signes assez imprécise. Et j'ai réussi enfin à comprendre l'information, comme quoi donc Jean-Pierre Améris m'avait sélectionné. Et je n'y croyais pas moi-même, quelque part c'était, voilà, comme l'information était assez floue, dans ma tête c'était aussi dur à croire. Alors vous l'avez cru, et à ce moment-là, vous avez décidé que c'était pour vous. Voilà, oui. Jean-Pierre Améris, peut-être aussi à vous, un petit mot sur cette rencontre. Je crois que j'ai entendu que ça avait été pour vous un vrai coup de foudre. C'est toujours ce qu'un réalisateur attend dans le casting. C'est pas, vous voyez, des compétences que l'on cherche. On ne cherche pas le meilleur ou la meilleure, c'est autre chose. On cherche la personne que l'on va aimer filmer, la rencontre. Je dis toujours que, toute proportion gardée, Marguerite et Marie dans l'arbre, c'est un peu le casting, c'est le mystère de cette histoire, c'est la rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'entre ces deux-là, du bout des doigts, ça va marcher, quoi. Et qu'ensemble, elles vont pouvoir travailler ensemble, c'est pas dans un seul sens. Et un peu, encore une fois, toute proportion gardée, comme nous, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de ce lycée de Chambéry où je ne devais pas aller? J'étais pas en forme ce jour-là, j'avais dit, oh, j'y vais pas, je laisse la personne du casting y aller, et puis finalement, je suis sérieux comme garçon, donc j'y suis allé. J'ai vu des filles donc toute la matinée, j'en avais déjà vu beaucoup, en France, dans des lycées. Et puis, n'arrivait pas justement ça, cette étincelle qui vous fait dire c'est elle. Et grâce à Dieu, je suis allé à la cantine manger
avec toutes les copines et les copains d'Ariana qui étaient quand même excités, quoi, qu'il y a un réalisateur là, quoi, dans le lycée. Les garçons, je me souviens, m'engueulaient en disant « mais nous, alors on vous intéresse pas ?» Et je disais « j'y peux rien, c'est un pensionnat de jeunes filles, donc il n'y aura pas de garçons, ce sera une prochaine fois. » Et puis c'est vrai que j'ai vu Ariana, qui était de mon côté, à 4 places de moi, et j'ai senti qu'elle dégageait quelque chose. Hein. Encore une fois, ce mystère de la rencontre, je me suis adressé à elle. Elle avait oublié de s'inscrire au casting, je lui ai dit c'est pas grave, viens entre deux rendez-vous. Et dès notre première rencontre, avec interprète, hein, j'ai su voilà, que c'était elle. Ça, c'est voilà, quand même la grâce hein, qui arrive de temps en temps. Hein. C'est aussi pour moi, ça rejoint le sujet du film. Hein. C'est qu'est-ce qui fait l'étincelle entre deux personnes. Et puis après, on a travaillé ensemble, parce que voilà, Ariana est courageuse, elle travaille, on s'est fait confiance l'un l'autre. Elle m'a beaucoup apporté, hein, et on a voilà, cherché qu'est-ce que ça pouvait être, cette jeune fille, Marie Hortin, enfant sauvage quand elle arrive à Larnay, hein, et déjà comment elle se comporte. On a travaillé quand Ariana venait tous les 2 semaines à Paris, comme ça, pendant les 3 mois avant le tournage, et des fois a même mis un bandeau sur les yeux pour s'entraîner à ne pas voir et à se déplacer. Et puis, très important, venir avec moi à Larnay, quoi, hein, le centre des enfants sourds aveugles, où j'allais depuis 2007. Alors, ce centre qui existe donc depuis très longtemps, Toujours. puisqu'en 1895, c'est là que va Marie Hortin, et c'est là que vous vous êtes rendu. Donc Moi, c'est toujours ma démarche. Hein. D'abord, vous voyez, je ne sais pas faire de documentaire, mais j'essaye de faire des films qui sont, c'est vrai, je m'y suis essayé, c'était vraiment pas bon, mais en revanche, j'aime, c'est vrai, la représentation, la mise en scène, mais sur la base de choses réelles tout de même, et très, très documentées. Là, il y avait un double travail pour le scénario, c'était en effet la documentation. Tout ce que vous avez vu dans le film est au plus près des faits réels. C'est des textes de Marie Hortin qui nous ont beaucoup servi, donc qu'elle a écrit quand elle a appris le braille. C'est elle qui raconte, quand je suis arrivé à Larnay en 1895, j'étais comme une bête furieuse, ce sont ses mots. Et puis elle raconte le couteau, et puis elle raconte la maladie de Marguerite. Et puis les religieuses m'ont ouvert tout leur registre. Elles étaient contentes que cette histoire vraiment oubliée, inconnue, sorte de l'oubli. Et elles m'ont ouvert tout leur registre. J'ai trouvé quelques textes, mais pas beaucoup, de Sœur Marguerite, qui était une femme, comme on le voit dans le film, qui travaillait en fait. Hein. C'était pas des femmes qui écrivaient. C'était vraiment, c'est ce que j'aime hein, chez ces femmes-là, ces religieuses-là, c'était le travail. Hein. Voilà, c'est une foi qui porte à travailler, c'est-à-dire à aller là où ça sent mauvais, là où les gens sont pauvres, là où ça met du désordre. Voilà, c'est quand même c'est une façon de vivre sa foi active. Hein. Alors vous plaisantez sur votre supposée incompétence dans le documentaire. Vous avez quand même fait un petit peu, vous avez fait du court, vous avez fait du long, vous avez fait du documentaire, vous avez fait de la fiction. Ce film se trouve de manière intéressante justement entre le documentaire et la fiction, et puisque tout ça est vrai, mais finalement on sent peu le poids de l'histoire. On n'a pas d'allusion politique, on sent peu la période, on est au cœur d'une histoire, on est avec des gens. Et ce qui est probablement le plus marquant, c'est des gens pour la plupart ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. On peut penser aux parents déjà au début qui refusent d'accepter que leur fille est folle. On pense évidemment à Marie, on pense évidemment à Sœur Marguerite. Oui, et on pense beaucoup aux gens que j'ai donc rencontrés au présent. Et c'est pour ça que je ne voulais pas faire une reconstitution historique. D'abord, je n'en avais pas les moyens, c'est un tout petit budget. Voilà, pour dire la vérité quand même, hein, les gens ne se précipitaient pas hein, pour financer l'histoire d'une sourde aveugle. J'avais fait en plus avant L'homme qui rit, vous savez, d'après Victor Hugo, je fais toujours des films sur des gens abîmés quand même, hein, dans leur corps, ou qui sont enfermés, qui doivent surmonter ça. Et donc après l'insuccès de L'homme qui rit, j'arrivais en disant, là j'ai une histoire d'une petite sourde aveugle, sauvée par une... Les gars se disaient, mais ils se foutent de notre gueule hein, quand même. Hein, là, et non, moi c'est mon thème, hein, voilà, c'est ce qui me touche, hein, je vais toujours là où ça souffre, et c'est vrai que j'ai toujours besoin d'y aller, quoi. Hein. J'avais fait un film qui s'appelait C'est la vie, avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner sur la fin de vie, sur les soins palliatifs. J'avais passé aussi beaucoup de temps. J'ai fait un film en prison, j'ai fait un film sur les clandestins à Calais. Et si je vais là où ça souffre, c'est parce que quelque part, d'abord, je sais que c'est là où ça vit le plus. Et donc d'aller chez ces enfants, ces adolescents sourds aveugles à Larnay, donc en effet, qui n'est plus tenu par les religieuses depuis les années 60. Mais j'ai tellement appris de choses, et Ariana en a vu aussi, Isabelle Carré est venue avec moi. Mais dès mon premier jour là-bas, l'automne 2007, j'adorais l'histoire, mais de les voir, ces gamins, ça a renforcé mon désir de le faire, parce que c'est un peu toujours la même chose. Et vous voyez, de voir ces gamins, ces adolescents qui arrivaient vers moi avec leurs mains en avant, pour voir le nouveau dont on parle, quoi. Il y a un
nouveau qui vient là pour voir et tout, qu'est-ce qu'il veut. Et donc, vous voyez, qui tout de suite, évidemment, comme la petite africaine, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'Africains qui sont malheureusement sourds-aveugles à cause de la rubéole, donc il y a beaucoup de petits Africains là, et donc ils vous prennent dans les bras, vous reniflent, vous touchent le visage, et en effet, ça dure longtemps. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai fait les émotifs anonymes sur ça, qui suis très coincé, qui suis pas du tout tactile et tout, j'étais à la fois très gêné, mais en même temps que c'était comique, parce que comme je suis grand, ils se demandaient où était ma tête, enfin ils rigolaient, quoi. Donc vous voyez, je me suis dit, mais c'est ça le sujet, quoi, c'est ça qui est beau, quoi. Ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas l'audition, ils ne voient pas, mais voilà, mais ils communiquent entièrement, quoi. Et vraiment, c'était, voilà, je me suis dit, mais c'est sur la main, quoi, c'est sur la main et le monde, quoi, hein, et c'est le génie de l'être humain, je trouve, d'inventer d'autres manières de communiquer quand il manque un sens ou l'autre. Et après, donc vous voyez, c'était du bonheur d'être avec eux l'après-midi, d'aller dans le parc du centre, vous voyez, quand ils rencontrent un arbre, si j'ose dire, vous voyez, moi je me disais, mais je ne le vois pas, l'arbre, je ne fais que passer devant, quoi. Tandis qu'ils l'enlacent, ils le touchent l'écorce, ils le reniflent. Pareil avec l'âne, j'adorais la visite à l'âne. C'est pour ça que j'ai mis un âne dans le film, parce que j'adorais la visite à l'âne, j'adore les ânes, et puis j'adorais la tête de l'âne qui devait se dire, oh, c'est pas vrai, là, les sourds aveugles, ils vont encore me tripoter pendant une demi-heure. Mais pour ces enfants, vous voyez, c'est comme Marie avec la vache, quoi, hein, c'est embrasser le monde. On vous écoute, on entend cette belle histoire, on entend aussi tout le travail que ça a représenté pour tout le monde. Ce Ferrer, Isabelle Carré a appris la langue des signes pour le film, ce qui est déjà un travail énorme. Et puis il a fallu se rendre là-bas aussi pour vous, Ariana. Vous vous êtes rendu à Larnay. Peut-être un petit mot de votre part sur cette rencontre avec ces autres enfants. C'est vrai. À Poitiers, la première fois que je suis allé voir les sourds aveugles, le premier que j'ai vu, il était aussi en chaise roulante. Et donc l'éducateur des sourds aveugles m'a expliqué un petit peu comment il fonctionnait au quotidien. J'ai eu beaucoup d'informations, par l'autre je parle d'un interprète bien sûr. Et je voyais ces personnes qui avaient quasiment pas d'expression du visage, mais quand même du sourire présent. Et une présence physique malgré tout qui était là. J'ai essayé de m'en approcher, bon ça n'a pas été concluant. Et puis c'est après que j'ai vu cette jeune fille africaine, et avec les informations que me donnait aussi en même temps l'éducateur, je rentrais en contact avec cette personne. Ça a duré longtemps, ça a duré une demi-heure, et c'était un contact purement tactile. On a appris à se connaître, on a échangé, et puis petit à petit, l'éducateur me donnait aussi des consignes, des informations pour effectivement entrer en contact de manière tendre et non brutale, voilà, pour simplement savoir comment aborder une personne comme ça, et ça a été vraiment une très très bonne expérience. Dans quelques instants, ce sera à vous de poser des questions si vous le souhaitez. Donc je vous rappelle qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle si vous voulez poser des questions dans la salle. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez venir là, juste sur la gauche de Stéphane, poser une question qui sera donc signée et à laquelle on répondra en signant. À vous, Jean-Pierre Améris, juste peut-être une dernière question avant les questions de la salle. Question peut-être au cinéaste. C'est quand même un film sur le handicap. Et pourtant, ce film est lumineux à bien des égards. Il est traversé de sensualité, de sensibilité, il est traversé de lumière. On a l'impression que sur un plan sur deux, il y a une fenêtre qui éclaire le visage comme un tableau. Traversé de bruit, il est traversé d'énormément de choses, alors qu'on parle d'un handicap, on parle d'un manque. Alors moi, j'ai jamais eu le sentiment de faire un film sur le handicap, hein. Et surtout pas sur le manque. Hein. Justement, moi je trouve, hein, je ne sais pas vous, hein, mais je trouve que la force de Marguerite, justement, dans l'arbre, c'est qu'elle voit en Marie la fille entière. Quoi, hein. Elle ne voit pas le manque, elle ne voit pas ce qui lui manque. Quoi. Elle voit la fille en qui elle a confiance, et après c'est toute une réflexion pour comment communiquer avec. Et moi je ne pense pas voilà, que les gens qui ont un handicap ont un manque hein, et qu'il faudrait combler ou réparer. C'est ma vision. Et ça, vous le montrez comme cinéaste, parce que ce film est plein de couleurs, plein de bruit, plein de musique même. Je l'ai toujours dit, hein, même justement ces financiers qui pensaient, vous voyez, ils associaient, attendez, mais un film sur une sourde aveugle, ça va être sinistre. Et moi j'aime le paradoxe, hein, et j'aime justement montrer, parce que je l'ai vu aussi, hein, vous voyez, j'aurais vu que des choses terribles à Poitiers, j'aurais pas fait le film, ce serait mentir. Alors que j'ai vu beaucoup de joie, ce sont des enfants. Ils veulent rigoler, ils veulent jouer, et c'est merveilleux justement de les voir quand même, avec cet appétit de vivre, faire de la danse, travailler à l'ordinateur, après faire du sport, aller au cinéma par exemple. Tout le monde me dit, mais sourd aveugle au cinéma, mais quel intérêt? Bah déjà sortir du centre, sortir.
comme nous, hein, on aime voilà, aller au cinéma. C'est quoi être ensemble? J'ai quelqu'un à gauche, j'ai quelqu'un à droite. Et quand ils sont venus voir Marie Hortin, on leur a présenté le film évidemment en premier, et leur interprète qui leur décrit le film dans la main pendant toute la projection. Ben là, moi je dis quand même bravo, quoi, parce que c'est quand même, voilà, il n'y a pas d'impossible. Si on cherche, quoi, si on réfléchit. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, sans mentir, mais ça serait mon film le plus lumineux. C'est un film sur la beauté du monde, hein, que ces enfants, justement, ces adolescents m'ont fait réappréhender, revoir. Parce que, voilà, ils demandent que ça, quoi, hein, quand même. Et avec cette main en avant et ce nez et ces sens tellement en éveil, on se dit, waouh, et tout cas, en effet, quoi, hein, on passe devant, quoi. Hein. Moi, je voyais moins qu'eux, quoi, finalement. Si vous le voulez bien, c'est à votre tour. Si quelqu'un veut lever la main, il y a un micro qui se promène, ou venir ici devant, si vous le souhaitez, en prenant tout son temps. Oui, là devant. Alors je crois qu'il faut venir devant, s'il vous plaît. Et venir juste là, devant le petit scotch, et comme ça tout le monde vous voit. Bonjour. Alors j'ai une question, combien de temps le tournage a-t-il duré? 7 semaines, c'est exact? 7 semaines. Et vous avez répété combien de fois? Oh, bien une quinzaine de séances. On a fait une quinzaine de séances étalées sur 3 mois. Merci. Il faut dire que, vous voyez, pour faire un film d'1h30, souvent c'est plutôt 8 ou 9 semaines. Hein, et que là, c'était en effet un tout petit budget, mais je ne me plains de rien. Mais vraiment, voilà, le temps était compté et on avait donc 35 jours, ce qui est un peu court. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup répété. Hein, et on fait un travail voilà, très précis. Par exemple, les bagarres étaient très chorégraphiées et très, très découpées. Hein. Mais ce qui était d'ailleurs merveilleux avec Ariana et Isabelle, c'est que d'une certaine façon, elles se battaient vraiment. Et comme tout bon réalisateur qui se respecte, moi j'étais bien content parce que je filmais du vivant, mais Isabelle était couverte de bleu hein, quand même. Mais Ariana aussi. Hein, mais... En tout cas, chapeau, vraiment. Merci. Chapeau bas pour ce film. Merci beaucoup. Une autre question peut-être? Oui, là devant. Merci beaucoup pour le film. J'avais une question par rapport au lien entre les émotifs anonymes et celui-ci. Au début des émotifs anonymes, il y a il y a la musique de la Mélodie du Bonheur, sur laquelle danse Isabelle Carré. Et puis dans celui-ci, il y a un peu l'univers et cet enthousiasme de cette personne. Alors je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'est un peu l'inconscient. Il y a une part d'inconscient, hein, toujours, hein, dans les choses. Mais j'adore la Mélodie du Bonheur. Je ne sais pas si Ariana connaît ce film, La Mélodie du Bonheur. Non, il faudrait que je te le montre. C'est un beau film avec une fille qui sort du couvent et qui devient gouvernante d'enfants pendant la guerre. Je ne l'ai jamais vu. Il faudrait me le montrer. Oui. Ouais. Et madame a raison, parce que c'est un film, voilà, c'est une comédie musicale aussi, enfin c'est un film, et qui a beaucoup compté pour moi, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que j'ai tendance à voir Isabelle Carré quand même un peu comme c'est Julie Andrews, hein, qui est merveilleuse, avec ce côté à la fois têtu, cette fantaisie. Et c'est pas que de l'invention, parce que ce que j'ai cru comprendre de Sœur Marguerite, c'est qu'elle avait ça quand même. Hein. En effet, elle n'était pas enseignante de langue des signes, dans ce pensionnat où on enseignait la langue des signes, elle s'occupait des choses concrètes, du jardin, et je pense qu'elle avait quand même quelque chose que j'appelle moi de la fantaisie. C'est-à-dire, je pense que pour faire des grandes choses, il faut avoir, je ne sais pas quel autre mot trouver, mais une part de fantaisie, sinon un grain, mais en tout cas, voilà, elle a quelque chose, par exemple, j'adore le personnage de Sœur Raphaël, mais je pense qu'elle n'aurait pas été jusque-là, c'est-à-dire dans cette obsession même. Hein. C'est quoi ce truc du couteau? On a envie de lui dire, mais laisse-la prendre son petit déjeuner en paix quand même. Et non, c'est quelque chose voilà, qui a à voir avec ça, quoi. Hein. Appelons ça la grâce. Est-ce que c'est la joie aussi? C'était très important pour moi. C'est le premier, vous voyez, en 15 films, c'est la première fois que je peux aborder quelque chose de ma foi.
Et j'étais content que ce soit par le biais de ce personnage-là qui a, comme je le disais, une foi concrète, hein, une foi qui fait travailler, qui fait faire des choses, hein, mais aussi une joie quand même. C'est pas au sens du bonheur qu'on nous vend à la télévision, c'est de la joie, quoi. C'est-à-dire dans la difficulté, il y a de la jubilation, de l'exaltation. Mais comme chez Marie à la fin, quoi, pour moi c'est pure exaltation quand même, que de signer au ciel, ça n'a pas de sens, mais c'est la vie, quoi. Enfin, non, c'est vivant, quoi. C'est le plaisir d'être vivant, je trouve. Non mais c'est bien vu, hein, ce que vous avez dit. Et puis avec les émotifs anonymes, moi mon sujet, moi ça m'a été tellement difficile, vous voyez, j'étais tellement bloqué quand j'étais adolescent, vous voyez, j'arrivais pas. C'est pour ça que j'ai aimé le cinéma, parce qu'il n'y a que là où il fait noir, on ne vous voit plus, et puis il y a que là où j'étais bien, non, c'est vrai, hein, bon, en plus, alors une salle comme ça, c'est le rêve. Mais vous voyez, mon sujet, c'est quand même comment on sort de soi, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être sauvé quand même par une passion, quoi. C'est pour ça que j'encourage toujours les adolescents que je rencontre, en faisant beaucoup de scolaires, à aller au bout de leur passion, à faire, quoi. Et parce que voilà, il n'y a que ça, quoi. Il faut faire quelque chose, quoi, hein, pour enlever l'angoisse, en tout cas la minimiser. Et je disais toujours à Ariana, voilà, c'est dans le travail en fait, c'est dans l'action, c'est dans l'essai, quoi, hein, qu'on se trouve quand même, hein, qu'on s'oublie. Vous y avez fait juste allusion, c'est effectivement une belle lecture de la foi, et le chemin que fait Sœur Marguerite est presque aussi important, peut-être plus important encore, que celui qui est fait par Marie dans le film. Tu veux répondre? Question à tous les deux, si vous voulez. Moi, je trouve en tout cas que Marguerite, elle le disait d'ailleurs, hein, elle le dit, c'est la voix off qu'on a mise à la fin, elle dit, c'est Marie m'a tout appris. Hein. Et c'est vrai qu'Isabelle Carré, par exemple, quand elle a lu le scénario, qui était écrit en pensant à elle, hein, elle venait d'avoir son premier enfant, là, et c'était, pour elle, la première chose qu'elle a vue, c'est cette part de maternité, quoi, hein. C'est ce qui l'a vraiment touché, et c'est vrai que c'était, en effet, dans l'histoire, très émouvant quand même, de penser à cette religieuse qui, par définition, n'a pas dû avoir d'enfant, a eu quand même une fille, finalement. Il y a une part de maternité. C'est pas que ça, je pense, mais une part de maternité. Et Marguerite dit très bien, Marie m'a tout appris, c'est-à-dire tout un monde qui palpite sous les doigts, quoi, c'est-à-dire une autre communication, enfin, une sensualité, une communication tactile, quoi, hein. Et j'ai été content là, parce que là, on a montré le film, donc aux filles de la sagesse. Elles étaient nombreuses, vous savez. Il y a une chose qui n'est pas racontée dans le film, c'est que Marie Hortin avait une sœur, une petite sœur, également sourde aveugle, et qui est venue à l'armée aussi, quelques années après, qui n'a pas connu, elle, cette violence, hein, parce qu'elle a été recueillie par sa sœur, etc. Mais elle est morte assez tardivement en 1978, et j'ai rencontré plein de religieuses qui l'ont connue, et d'éducateurs. Et toutes ces religieuses qui sont venues voir le film, d'abord elles me disaient tout le temps, mais faites-le vite le film, on n'est plus toutes jeunes et tout ça. Je disais, mais il faut déjà trouver les sous et tout ça, c'est long. Et puis donc voilà, la plupart l'ont vu. Et elles étaient contentes de ça, quoi, qu'on ait montré ça, quoi, chez ces religieuses, qui est cette joie. Et puis aussi elles rigolaient, quoi. Des fois j'avais peur de me faire engueuler et tout quand je disais, mais quand même il y a du plaisir aussi, hein, il faut dire ce qu'il y a quand même avec ces gamines qui en permanence... C'est quand même du contact, hein, et elle le reconnaissait, quoi. Elle disait, bah oui, c'est gay, quoi. Enfin, hein, voilà, quoi. C'est plaisant aussi, quoi, hein, d'être dans ce monde, voilà, du contact, hein, de la sensualité aussi. Hein, il faut dire les choses, quoi. Donc ça ouvre une porte. Une autre question peut-être de la salle? Ah, attends. Juste sur la droite, là. Oui. Non, Mathieu. Justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Oui, il faut regarder dans la bonne direction. est-ce que donc, ces personnes dont tu parlais, ces sœurs de la sagesse, est-ce que par malheur il y en a qui sont décédées entre-temps? Oui. Donc elles sont plus vivantes? Des religieuses que j'avais rencontrées au début de la préparation du film, 2007, oui, il y en a qui n'ont pas vu le film, hein, qui sont décédées parce qu'elles étaient déjà bien âgées. Mais la plupart étaient là à Poitiers quand même. La plupart l'ont vu quand même. Mais je pense qu'elle nous disait, hein, tu te souviens, elle nous expliquait aussi que si l'histoire est oubliée, c'est aussi quand même lié à leur humilité. Hein, c'est un ordre, enfin voilà, et c'est l'humilité de Sœur Marguerite. Vous vous rendez compte, quand même cette histoire, 1895, alors qu'Hélène Keller c'est 1887, mais 1895, ça a eu quand même un retentissement mondial, l'histoire de Marie Hortin. Hein, on en a parlé aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin plus qu'en France d'ailleurs, je crois. Et Sœur Marguerite a été très sollicitée. Le président de la République de l'époque a voulu lui remettre une sorte de Légion d'honneur ou de médaille du mérite. Et elle a refusé.
en disant je ne veux pas être décoré, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Et qui est magnifique quand même. Quand je pense que, moi le premier, des fois, on est là à courir après des médailles dans des festivals. C'est la vanité des vanités, et elle fait la plus belle des choses, et elle dit non, je ne veux pas être décorée. Mais même, elle avait vraiment du caractère, parce qu'elle a été invitée en 1908 à l'Académie des sciences pour faire une conférence, et elle a refusé en disant je préfère encore 10 jours de cachot que 10 minutes d'Académie. Donc c'était quand même des effrontés, quand même. C'est des caractères. Alors, mais ça a participé de l'oubli. Alors que Hélène Keller et Anne Sullivan, à l'américaine aussi, commençaient à se produire dans des théâtres, on voit des films, on venait voir Hélène Keller se produire sur scène, littéralement, elles étaient très féministes toutes les deux. Et puis il y a eu la pièce de théâtre, le film d'Arthur Penn. D'ailleurs, c'était un petit peu votre ambition de raconter cette histoire avant d'avoir l'idée de Marie Horton. Heureusement, parce que c'était très présomptueux, très prétentieux après Arthur Penn. Et puis on s'est rendu compte qu'Hélène Keller reste une gloire mondiale, Où qu'on aille, elle est connue, au Japon, au Brésil. Et il y a des remakes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film indien Black, qui reprenait l'histoire d'Hélène Keller, mais avec un homme à la place d'Anne Sullivan. Il y a eu un remake au Japon. Et les Américains le refont à la télé tous les 20 ans. Donc c'est inatteignable en plus financièrement. Mais voilà, du coup, j'avais cette déception, j'ai lu sur le sujet même pour moi, et jusqu'à trouver l'histoire de Marie. Je crois qu'on était sur le point d'oublier une question. Ah, pardon. Mais tout va bien. Oui, bonsoir. On vous écoute. Merci beaucoup pour le film, merci beaucoup pour les émotions véhiculées que j'ai beaucoup aimées. J'avais une question concernant le langage. On a l'habitude de voir des aveugles qui se déplacent grâce à une canne blanche. Là, ma question était, est-ce qu'à l'ONE, vous avez vu... Alors, pour le langage des signes, les mains sont nécessaires, mais quand on voit que le fait de se déplacer n'est pas facile, pourquoi est-ce qu'à l'ONE, certains adolescents se déplacent grâce à une canne blanche? J'en ai pas vu. C'est vrai que vous me posez vraiment la question, mais non, j'en ai pas vu. Pas avec les cannes, c'est toujours avec cette main et avec un univers extrêmement... vous voyez cette jeune fille que j'avais repérée là au début, je sais que c'était aussi trop d'inconnus, quand même, de partir du centre, parce qu'ils ont besoin d'un univers extrêmement réglé, Et ils sont presque, d'une certaine façon, très maniaques, en fait. Cette gamine-là, si son ordinateur était à droite sur son bureau, il ne fallait pas lui mettre à gauche, si elle se mettait dans des colères folles. Donc, c'est des univers, tout doit être répété. Vous vous rendez compte, à Poitiers, par exemple, il y a un restaurant grand public, où on peut aller, mais où les serveuses, sont sourdes aveugles, Et quand même, c'est vrai que la première fois, vous vous dites, mais je ne vais pas l'avoir comme mon plat et tout ça. Et mais il ne faut pas évidemment leur mettre une chaise au milieu du parcours. Mais tout est comme répété. Il faut des univers très, très connus. Mais c'est vrai que je n'en ai jamais vu avec des cannes. Peut-être encore le temps pour une question ou deux avant qu'on se sépare. Je voudrais juste rajouter. Juste un petit mot d'Ariana, et puis c'est à vous. Oui, c'est vrai que c'est un univers où tout est ciblé, tout est placé de manière très connue pour les personnes, pour qu'elles puissent se repérer. Il y a des repères partout dans leur espace de vie. Et pour nous, en fait, pour moi en tant que comédienne, c'était de prendre la mesure de l'espace à jouer en tant que sourde, mais aussi de l'espace de ces personnes sourdes aveugles. Ça jouait par exemple quand Ariana entre dans la chambre et elle a quand même vraiment, moi je trouve, tellement bien fait l'aveugle quand même. Mais j'étais épaté par exemple dans la scène où elle rentre dans la chambre et que Marguerite n'est plus là. Ariana le fait vraiment. Il faut dire qu'elle m'épatait. Je suis fier d'elle parce que là on peut le dire, elle a été présélectionnée, vous savez, dans la première liste pour les Césars du meilleur espoir féminin en France. Quand même, bravo. Si vous voulez peut-être nous rejoindre sur scène, vous voulez poser une question ici, venez juste qu'on vous voit dans la lumière. Bonsoir, bravo pour ce film. Je connais l'histoire américaine d'Hélène Keller et je découvre l'histoire de Marie Horton en France. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette chose, pour ça. Et je voudrais dire aussi à Ariana un grand bravo pour ce jeu de comédienne.
Et je voulais savoir quand est-ce que tu as commencé à jouer la comédie. Eh bien en 2012, je crois, non? C'était 2012? 2013? C'est-à-dire, madame veut savoir, je pense, est-ce que tu avais joué la comédie avant, quoi, en fait. Et non, c'est vraiment une première. C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois, oui. Non. Alors, attendez. Parce que là, je ne peux pas. Regardez. Donc, je reprends où? Donc, je demandais à Ariana si elle avait joué dans d'autres films ou fait du théâtre. Et la réponse est non. Non, je n'avais jamais fait de comédie précédemment. C'était la première fois. Voilà, bon, j'ai loupé la conversation. C'est un peu... Donc, tu vas avoir 20 ans cette année. Donc, je te souhaite un bon anniversaire et un anniversaire assez exceptionnel. Tu vas avoir 20 ans, effectivement. Est-ce qu'il y avait encore juste une... Peut-être on va bientôt terminer. Encore une question là au milieu. J'avais vu une main tout à l'heure. Ou une autre. La même question sur Ariana. C'était ça. Voilà, C'est peut-être vraiment juste- une première fois. Et je crois que même, Ariana, tu avais même jamais pensé quand même à jouer ou à faire l'actrice. Non, je n'y avais vraiment pas pensé. Ça m'est tombé dessus. Et c'est bien que ça me tombe dessus. J'aime bien les choses qui arrivent comme ça. Et en tant qu'espoir, effectivement, du meilleur rôle féminin, jeune espoir, pour les Césars, c'est quelque chose aussi qui me tombe dessus. Je ne sais pas, je ne sais, voilà. Alors, nous verrons Mais bien. c'est une première sélection, hein, mais c'est déjà formidable. Hein. Moi, je dis toujours à Ariana, il faut toujours garder la tête bien froide. Et donc, c'est voilà, hein, il y a 15 jeunes filles, 15 jeunes garçons, et après, ils en choisissent 5. Mais c'est déjà quand même épatant, et c'est la première fois qu'une actrice sourde est retenue pour les Césars. Donc ça me fait plaisir. Peut-être une dernière petite question sur la droite. Oui, bonsoir. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique film. J'ai une question pour Ariana. Je voulais savoir comment c'était de tourner avec une équipe d'entendants. Est-ce que tu étais tout le temps accompagnée d'interprètes ou est-ce que tu les as poussés un peu à se former à la langue des signes et à parler, à apprendre un peu de langue des signes? Comment on fait pour travailler comme ça avec une équipe d'entendants? Alors, pendant le tournage, il y avait des interprètes, évidemment. Et puis, ensuite, bien sûr, le contact s'est fait hein, avec toute l'équipe. Une fois que les présentations ont été faites, et au fur et à mesure que les journées passaient, on a appris à se connaître, on a appris à se comprendre. Et puis, on a bien fonctionné. C'était une équipe qui était formidable. Ils étaient tous très passionnés de cette langue des signes, ils ont voulu l'apprendre un petit peu. Il y avait des petits pictogrammes sur les lieux de tournage où on pouvait apprendre bonjour, au revoir, bon appétit, comment ça va, des petits rudiments de langue des signes qui permettaient d'entrer en communication. Et puis il y en a pas mal qui ont voulu continuer, approfondir, aller plus loin. Et les interprètes ont été là aussi pour faciliter cet apprentissage. Il y a beaucoup de signes qui se sont échangés les uns envers les autres et ça s'est très très bien passé. Merci infiniment à vous deux, à vous trois, Ariana, Jean-Pierre, et à vous Stéphane pour avoir signé avec soin toutes ces interventions et toutes ces explications. Merci beaucoup à vous d'être venus. Le film sort la semaine prochaine dans les salles, faites-le savoir. Et puis sinon, à très bientôt au Cinéma Capitole pour une autre avant-première. Merci beaucoup.